Prends la parole. Alors, bienvenue à notre troisième ronde du sommet Sciences Hockey de l'UQTR. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder la thématique des analyses statistiques, des analyses avancées, on pourrait les appeler dans différentes façons. On parle aujourd'hui un peu de terminologie de base dans ce domaine-là. On parle de l'usage des analyses statistiques avancées. Puis on va aborder aussi quelques perspectives futures. J'ai trois invités aujourd'hui qui sont familiers avec le domaine. En premier lieu, on a Alexandre Dandenault, qui est entraîneur au Cégep d'André-Laurando depuis les 10 dernières années. Son programme de hockey connaît régulièrement des grands succès sur la scène. Tout récemment, il a été entraîneur de l'équipe de la Serbie dans la division 2A au championnat mondiaux récemment. Donc, un bon background d'expérience d'entraîneur. On a comme invité aussi Jean-François Leblond, qui a abordé le coaching à différents niveaux depuis les 10-20 dernières années. Jean-François, actuellement, est directement impliqué avec Hockey Québec, la Fédération de hockey, particulièrement parce qu'il est responsable de la formation des entraîneurs. Et notre troisième invité, et non le moindre, c'est Thibaut Châtel, qui est un analyste qui a une expérience d'analyste avancée en hockey. Principalement, ses principaux accomplissements réfèrent à la Ligue Magnus, qui est la Ligue élite, la première Ligue d'élite en France. Et il a aussi il a travaillé particulièrement en lien avec des équipes européennes de haut niveau. Donc, très intéressant. On a un beau panel, une table ronde dans laquelle on va aborder plusieurs aspects qui entourent les analyses avancées. Pour se situer dans le contexte, trois méthodologies existantes. Aujourd'hui, à travers les commentaires de mes invités, on va pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'ils exploitent, qu'est-ce qu'ils utilisent. On a dans la colonne d'extrême gauche le tracking manuel, qui est une collecte effectuée en temps réel pendant le match à partir d'indicateurs présélectionnés. C'est plus économique en termes financiers, mais au niveau des ressources, c'est quand même exigeant. Il ne serait pas rare d'avoir dans une équipe 3-4 personnes qui vont collecter des informations manuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accumuler des données qui nous intéressent. En deuxième lieu, on a l'analyse vidéo, qui est une collecte effectuée à partir d'observations vidéo, découpage vidéo. Dans ce cas-ci, on a vraiment ce qu'on recherche. Le temps de traitement, évidemment, peut devenir une contrainte. Il y a des exemples, il y a des modèles qui sont fréquemment utilisés dans le modèle au Québec, mais à travers le hockey à l'échelle internationale, dans lequel on est capable d'aller chercher des coupures vidéo et de vraiment analyser. Et de plus en plus aujourd'hui, ces logiciels nous permettent d'utiliser ces données-là et de les transférer en format de plus grande base de données. Enfin, ce qui est plus récent, c'est les logiciels, les applications basées sur l'intelligence artificielle qui nous permettent de repérer les joueurs, la rondelle, dans différentes situations et qui nous permettent des collectes de données très massives, de très grande quantité de données, plus coûteux, plus complexes en termes d'utilisation, si on veut, puis de compréhension du phénomène. Par contre, peut être très efficace en termes de temps parce que les données peuvent être accessibles dans un très court laps de temps et peuvent être très utilisées de la meilleure façon par les intervenants, les entraîneurs. Donc, c'était juste une mise en situation pour comprendre un petit peu ce qui peut découler de tout ça. Ça nous amène un peu vers notre table ronde. On va parler dans les prochaines minutes, dans l'ordre d'Alexandre, Jean-François et Thibault, nous parlerons un peu de l'usage qu'ils font des analyses avancées. Quelle expérience ils en retirent, comment ils travaillent avec ça, les embûches qu'ils rencontrent. Puis ça nous amènera un peu plus tard à parler du potentiel de ces approches-là. Alors, Alexandre, je te laisse la parole en contrôlant, évidemment. Parfait. Écoute, bien, premièrement, merci beaucoup. C'est super intéressant d'avoir l'opportunité de présenter un peu ce qu'on fait chez nous. Je pense que ça fait 10 ans que je répète que je suis un jeune entraîneur. Là. À un moment donné, il va falloir que je passe le cap. Là. Je suis rendu à 40 ans, mais ça reste que dans la ligue où on compétitionne, le Boomerang, il y a des entraîneurs assez aguerris là, qui ont autant joué la game, qui ont coaché la game de haut niveau. On parle de Stéphane Lebeau, d'Éric Messier, Guy Chouinard,
Alain Rajotte, Martin Bernard qui sont à Tedford, Mathieu Chouinard qui est à Saint-Laurent. On a vraiment là, un groupe d'entraîneurs où si on ne prépare pas notre équipe à être prêt là, dans cette ligue-là, bien, ça paraît assez immédiatement. Puis on a été assez chanceux dans notre parcours là, où est-ce qu'on a trouvé les bons joueurs pour le bon fit qui nous ont donné beaucoup de succès, mais aussi qui nous ont donné beaucoup d'informations sur comment les coacher, ces joueurs-là, comment s'adapter un peu à la réalité des joueurs qui ne sont peut-être pas au niveau des gars du junior majeur en moyenne. On en a évidemment des joueurs qui, des fois, pourraient jouer là, mais la grande majorité ne peuvent pas. Tu sais, l'exécution n'est pas nécessairement là. Fait que l'analyse que nous, on doit faire quand on regarde nos matchs est un peu différente que peut-être toute la grosse information qu'on reçoit quand on regarde des Steve Valleyket, exemple, au MSG, qui a été pour moi, à cause d'Éric Raymond, qui est le coach des gardiens à Hartford et qui est notre coach des gardiens, qui a été pour moi un peu une révélation dans comment approcher, marquer des buts dans les différentes ligues, mais surtout la Ligue nationale. Et puis, ben, chez nous, à cause de tout ce qu'on a, le calibre des joueurs, nos limites financières, ben, ça change un peu la donne. Fait que dans nos limites, le facteur de temps en tant qu'entraîneur au niveau collégial est complètement différent. Mon assistant entraîneur, il va au HEC, il travaille en plus. Là, plus, il y a une charge de vidéo à faire. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller quand on va regarder nos révisions de match. Est-ce qu'on analyse le match ou on fait une prise de données ou on fait les deux? Dans les séries, on essaie de faire les deux, mais à un moment donné, dans la saison, il manque un peu de temps. Quand on demandait autrefois à nos joueurs de faire les prises de statistiques, bien, s'il y avait l'équipe de volleyball féminine qui venait voir le match, on remarquait que nos statistiques étaient complètement erronées. Après ça, la sélection des données aussi par rapport à tout ça, c'est un peu en lien avec ce que je disais, le type de joueur qui vient jouer chez nous. C'est vraiment, ils ont des dominantes là, excellentes, mais il manque des fois des petites facettes de leur jeu qui font en sorte que le style de jeu qu'on va utiliser va être un petit peu différent. Puis qu'est-ce qu'on va prendre? Et une des choses que, quand on regarde là, dans la dernière ligne, là, où est-ce que je parle de sélection des données, les scoring chance, Corsi, Fenwick, j'ai jamais pris ces statistiques-là simplement parce qu'avec le temps, comme je disais, plus qui les prenait, j'ai décidé d'y aller avec des choses qui étaient un petit peu plus sûres. Fait que les grade A shots, tout ce qui était de l'enclave, pour moi, c'était factuel. C'était quelque chose qu'on était capable de dire. Ce tir-là, c'est rendu au but. On sait que si on en limite et si on en a, bien évidemment, le différentiel entre les deux, un peu comme la slide que tu as montrée plus tôt, on le sait que ça va être une statistique qui va être révélatrice pour nous. Et les green shots qui venaient de Steve Valleyket. Fait que ça, tu peux passer à la prochaine slide. Ça, c'est un petit peu dans cette direction-là que nous, on a décidé d'aller. Fait que j'ai écrit logique non scientifique parce que, basé sur mon expérience de joueur de hockey, j'ai joué au hockey un petit peu aux États-Unis, dans la NCAA, j'ai joué dans la Ligue nord-américaine, côtoyé plein de gens assez incroyables dans le monde du hockey, aussi par la suite en tant qu'entraîneur. Et ça m'a amené à essayer de vraiment modéliser mon enseignement autour des unités spéciales, évidemment, les entrées de zone, puis l'espace-temps qu'on pouvait avoir avec ça, les transitions, là, les jeux brisés, puis les transitions, puis le jeu en zone offensive. Si on voulait marquer des buts, on savait que ça, c'était les 4 points où est-ce que, quand on est en train de faire notre enseignement, comment on allait le faire pour maximiser les chances de marquer à l'intérieur de ces 4 sphères-là. Les statistiques qu'on avait décidé de prendre et d'utiliser en les montrant aux joueurs à chaque quart d'année. On divisait la saison en 4. Là. On a eu des saisons de 36 matchs assez régulièrement. Là. Moins aussi à d'autres moments donnés depuis 10 ans. Mais 36, on divisait ça en 9 matchs. Puis là, on arrivait aux gars en disant, bien, regardez les gars, voici un cumul de ces statistiques-là. Puis on les a changées un peu comme les années avançaient, tout dépendant, des fois la pertinence, des fois le groupe. On peut aller à la prochaine slide. On va voir un petit peu. Là, ça, c'est une moitié. Fait qu'on voit ici, ça, c'est cette année. On voit les 9 premiers matchs, ensuite les 9 autres. Puis on peut voir qu'est-ce qu'on avait décidé par rapport aux 4 sphères, comme on expliquait. Fait que, les hors-jeux, c'est une manière facile pour nous de s'assurer qu'on rentrait dans la zone. Fait que ça, on demandait aux gars de respecter ça. Évidemment, les pénalités, ici, c'est écrit « avoidable ». Dans le passé, j'ai déjà écrit d'autres mots qui étaient moins gentils, moins doux. Mais, des pénalités qu'on peut éviter. Les buts, ça, c'est vraiment plus pour l'aspect émotif, mais les buts dans les 2 dernières minutes, au jeune âge, le 17, 18, 19, il y a beaucoup d'émotions, ou même à 40 en arrière du banc, il y a encore beaucoup d'émotions.
Fait que ça reste qu'on veut essayer de limiter ces buts-là pour s'assurer que les gars ils sont le plus concentrés sur leurs tâches. Cette année, on a rentré le XG, puis je vais revenir là-dessus tantôt. Tu en as déjà fait allusion. Ensuite, le différentiel justement entre les lancers puis les grade A shots. On peut passer à la prochaine slide. Et puis, après ça, tout ce qui était unité spéciale qu'on voit, là, Powerplay PK, le total et aussi le XG en Special Teams. Les rushs, fait que s'assurer qu'on a plus d'entrée de zone en surnombre que l'autre équipe. Puis, les mises en jeu juste pour partir avec la rondelle. Puis, ce que ça nous donne, c'est qu'on totalisait 10 points par catégorie à l'exception des unités spéciales. Et quand on arrive au bout, bien, on essayait de tirer des conclusions par rapport à si on fait ces choses-là, est-ce qu'on a une note qui nous permet de passer? Fait qu'un examen, ça prend 60 au Québec. Ailleurs, c'est 50 là, en Ontario. J'étais allé à l'école en Ontario, puis on avait juste besoin de 51 pour passer. Mais au Québec, c'est 60. Fait qu'ici, on voit qu'est-ce qui est un petit peu mieux quand on va dans le jaune, là, le 50-55. Mais 60, c'est passé, puis 70. Puis, on peut voir que dans nos performances, où est-ce qu'en début de saison, où est-ce qu'on a eu 4 victoires et 5 défaites, on a eu de la difficulté à aller chercher ces statistiques-là, on a eu de la difficulté à aller chercher les différentes choses sur la glace. Fait que dans notre enseignement, après le premier quart de saison, ça, on ne l'avait même pas présenté aux joueurs, on l'a juste fait à l'interne. On a fait, bien là, il va falloir que les gars ils se mettent à travailler un petit peu plus, évidemment. On est meilleur que ça, mais on va aussi se concentrer sur différents points. Puis les mises en jeu, ça, on garde ça habituellement plus vers la deuxième partie de l'année. C'est un peu pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, mais on voit qu'il y a une grosse corrélation, puis c'est ça que j'ai mis en vert, là, entre nos unités spéciales et les victoires. Quand nos unités spéciales sont là, évidemment, ça nous donne un edge de plus. Puis il y a beaucoup de statistiques avancées qui le démontrent ça aujourd'hui, mais encore là, ça, c'est un modèle que j'utilise depuis 2010. Puis là, bien, cette année, l'objectif, on peut passer à la prochaine slide. Depuis 2010, l'objectif, c'était vraiment de se donner une idée, même si je n'utilisais pas toutes les statistiques avancées. Cette année, en utilisant le XG, ça nous a vraiment donné, pour l'équipe, une facette qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'on méritait de marquer des buts ou pas avec les chances qu'on crée? Puis, les chances qu'on créait, c'est différentes philosophies au hockey. Nous, la nôtre, comme j'expliquais tantôt, un peu avec les green shots, qui était tout ce que Steve Valiquette nous avait rapporté il y a longtemps. Depuis 2014 qu'on utilise ça. Et on pense que ça a un gros impact sur notre manière de jouer, mais ça reste que ça a été une des choses qui nous a apporté, je pense, un peu de succès, puis on va le voir un petit peu dans la prochaine slide. Puis là, dans celle-ci, on voit juste que, dans le fond, ça, c'est ce qu'on a rajouté, puis il y avait les statistiques individuelles que Jean-François va parler un petit peu plus tantôt, que ça aussi, on a amené cette année. Ça, c'est nos rangs cette année. Puis la raison pourquoi je montre ça, c'est juste parce que j'ai décidé de découper, en prévision de la présentation d'aujourd'hui, j'ai décidé de découper tous nos buts, voir si effectivement ce qu'on enseigne, puis ce modèle-là, ce tableau-là nous aide à avoir du succès pour être capable de replacer le tir durant la saison. Et puis, 4e au classement général, 3 points de la première place, c'était très serré dans notre ligne encore une fois. 3e dans les buts pour, avec une équipe très, très jeune. 8e en but contre, fait que des choses à travailler défensivement. Avantages numériques, désavantages numériques, les unités spéciales quand même dans les hauts de la ligue. Et dans les lancers pour, on était 9e. J'ai eu une rencontre un moment donné, un parent qui me dit « Il me semble qu'on ne tire pas assez au filet ». Puis j'essayais de lui expliquer un petit peu la philosophie derrière ça. Je ne suis pas un entraîneur qui croit à ça. Je n'ai jamais cru en tant que joueur. J'ai toujours trouvé qu'il me semble que la possession de rondelle est plus importante. Puis c'est ça que je fais dans mon enseignement. Fait que là, on le voit ici, on est 9e les lancers pour, mais on est premier en efficacité. Un va avec l'autre, mais c'est comment qu'on le regarde tout ça. Puis quand on va à la prochaine slide, bien, on le voit assez clairement. Grâce à Iceberg, cette année, on a eu l'opportunité d'avoir des statistiques avancées, comme je disais, avec le XG. Ça, c'est un portrait, un heat map de tous nos lancers dans l'année. Fait qu'on voit la quantité de lancers des autres équipes à gauche. Sur nous, ça vient d'un peu partout. Tandis qu'on voit que chez nous, c'est beaucoup plus concentré dans l'enclave. Puis c'est ce qu'on demande à nos joueurs. Le grade A, pour nous autres, c'est une shot. Il n'y a pas de problème avec ça. Si ça vient d'ailleurs, il faut que ça soit un green shot. Et ça, autant en enseignement, je trouve personnellement que même dans la prise de statistiques à notre niveau, où est-ce que là, c'est super le fun qu'on a Iceberg, mais même les green shots sont plus faciles à prendre que de prendre toutes les lancers, faire le corsi ou évaluer les scoring chances. Un entraîneur va le voir un petit peu d'une manière, un entraîneur va le voir de l'autre. C'est beaucoup plus factuel et facile d'être capable de réajuster le tir dans la saison et de dire, bien,
là, on ne tire pas assez au filet tout simplement, ou on ne trouve pas assez de palettes, on n'a pas assez de gars qui s'en vont au filet, on n'a pas assez de net front presence. Fait qu'on peut passer à la prochaine slide. Puis, ce qui est intéressant, j'ai découpé ça. Ça, c'est un peu le résumé. J'ai fait gardien par gardien. On voit qu'il y a un gardien de notre équipe qui laisse moins de buts passer quand la rondelle fait le Royal Road. Mais quand on regarde juste au niveau de la manière que les buts ont été marqués, moi, je l'ai découpé tout simplement à partir de la ligne rouge, là, tout ce qui est zone play, fait que les jeux en zone offensive, l'échec avant. Il y avait une étude que j'avais lue à un moment donné aussi, venant de l'université sur le campus de Viremaki en Finlande, qu'une couple d'étudiants avaient fait sur toute la Liga. Fait que tous les buts qui avaient été marqués, puis eux, ils préconisaient beaucoup que l'échec avant en zone offensive créait beaucoup de transitions, beaucoup de broken play qui permettaient d'avoir des chances de marquer des buts. Puis eux, ils avaient pris que les buts, un peu comme j'ai fait là. Fait que c'était très factuel. C'était intéressant. Moi, je n'étais pas dans cette philosophie-là. Fait que je l'ai regardé avec un grain de sel. Puis je me suis dit, on verra comment nos buts vont être dans les différentes saisons. Et on voit des zones transition, ça, je l'ai mis, mais on ne l'a pas trop évalué. Au zone entry, quand on est égal ou en moindre nombre, au zone rush, quand on a un surnombre, puis les face-off. Ce qui est intéressant, quand on voit les buts contre et les buts pour, ben nous, il y a beaucoup de jeux en zone offensive, beaucoup plus. Et dans les entrées de zone, là, on le voit qu'on a un plus gros impact. Puis les autres équipes, ben les autres, ils ont marqué des buts contre nous en mettant un échec avant beaucoup plus soutenu. On le voit, la différence est là en 18,9 % dans les buts contre et à 8,2 % dans les buts pour. Quand on regarde l'avantage numérique puis qu'on voit juste le zone play, nous, on n'est pas une équipe qui fait juste se concentrer là-dessus. On essaie de marquer dans toutes les situations. On le voit aussi dans ce moment-là que le temps qu'on met en enseignement sur les sorties de zone, sur les regroups en avantage numérique, ont un gros impact sur comment on est capable de générer de l'offensive. Puis, on a quand même marqué 44 buts contre 30 dans les unités spéciales. Fait qu'on a quand même eu une bonne saison au niveau des unités spéciales. Fait que la prochaine slide, là, ça retourne un peu plus à l'enseignement, comme je disais tantôt, à notre niveau. Je me rappelle que quand je présente la vidéo de Steve Vallquette, on parle de 22 % des passes à travers le Royal Road, plus un 9 % pour quand on patine à travers le Royal Road, pour un total tout le temps, ça dépend, là, mais aux alentours de 30 à 33 % Et quand on regarde les buts pour, dans notre cas, on voit que 50 % de nos buts ont été marqués grâce à ça. On met beaucoup d'emphase sur le Royal Road. Puis quand je regarde les buts, puis j'ai visualisé tous les buts, autant des équipes adverses que de la nôtre, il y a beaucoup de tic-tac-toe play. Il y a beaucoup d'F1, F3, F2 qui a drivé le net. On a des beaux jeux de hockey. C'est beaucoup plus le fun de regarder les buts qu'on a marqués. Est-ce qu'on est plus efficace? C'est là, à un moment donné, qu'il faut regarder tous les lancers, toutes les entrées de zone, chose que je n'ai pas faite. Mais chose qui est intéressante à voir, c'est que dans mon enseignement, les gars, ils ont quand même appliqué. Et avec une équipe jeune, avec le type de succès qu'on a eu encore cette année, ben moi, ça me dit que c'est un indicateur assez intéressant à se dire, bien, ça, c'est une facette qu'on maîtrise bien. L'année prochaine, avec ce groupe-là de vétérans, il y a peut-être d'autres aspects pour rajouter des cordes à notre arc. Mais quand on regarde juste la manière que les buts ont été marqués, je pense que c'est assez évident que le Royal Road, c'est quelque chose que nous, on a préconisé, puis qu'on a été capable d'évaluer avec justement le XG puis les différentes statistiques avancées qu'on avait accès. Ça nous a fait une belle collaboration entre les deux où est-ce qu'on était capable de faire l'analyse du jeu, remarquer que oui, effectivement, on était quand même pas la meilleure équipe défensivement, mais on était quand même très à point. Quand on passait à la ligne rouge, on était toujours quand même menaçant, même quand on n'avait pas d'opportunité en surnombre. Puis au-delà de ça, ben, les autres buts qui ont été marqués contre nous, quand on fait le lien entre est-ce que les autres équipes utilisent ou préconisent autant le Royal Road, on ne le voit pas autant. Fait que ça, c'est un côté pour moi qui nous dit, ben, est-ce qu'on s'en va vers la nouvelle direction du hockey qui est beaucoup plus en possession de rondelles? Je sais que Thibault, je fais le lien un peu avec ça. Je sais que Thibault va parler un peu de les entrées de zone, les sorties de zone quand ils sont tape-to-tape versus quand ils sont placés sur la bande. Puis quel type de possession? Bien, moi, ça fait longtemps qu'on préconise ça. Fait que des fois, on a la rondelle longtemps, on génère moins de tirs, on a de l'air moins menaçant, puis on ne met pas autant d'échecs avant. On attend que l'autre équipe nous redonne la rondelle par le placement de rondelle. Mais on essaye justement de garder la rondelle sur notre palette puis de générer de l'offensive. Puis je pense que cette année, on a quand même, avec les chiffres qu'on voit, on a quand même été capable de faire le lien. Maintenant,
Ça, c'est avec les moyens du bord, encore une fois, dans un niveau qui est différent et avec un facteur temps qui est limité. Fait que c'est sûr que pour les entraîneurs qui coachent du bantam, qui coachent du midget, c'est le type d'information des fois qui peut être intéressant parce que les niveaux sont différents. Est-ce qu'on doit préconiser le Royal Road? Est-ce qu'on continue à jouer le hockey style nord-américain? On place par la bande, puis on patine, puis on forecheck. Je pense que les deux ont leur valeur. Par contre, moi, la philosophie qu'on a quand je regarde les nouvelles statistiques, ben, je vois qu'on applique ce qu'on enseigne, puis on a quand même un certain succès année après année en utilisant ce type d'enseignement-là. Fait que je pense qu'avec les nouvelles données qu'on voit dans les ligues supérieures, on est capable de faire un lien et être capable de se dire que ça s'en va dans la bonne direction, même si ce n'est pas des liens scientifiques nécessairement parfaits. Je trouve intéressant ce que tu amènes. Je trouve ça un peu drôle, paradoxal, quand tu disais dans l'entrée de jeu que ton approche n'est pas scientifique, mais quand même, il y a une démarche en arrière de tout ça qui s'apparente à la démarche scientifique. Puis, je trouve aussi dans tes références, quand tu parlais de l'étude finlandaise, je trouve ça aussi intéressant. L'entretien, la ronde 2 avec Yves Archambault, on a parlé du hockey finlandais, puis il faisait justement référence aux points forts du hockey finlandais. Puis un des points forts, c'était justement l'analyse du jeu, puis la cohésion qu'il y a entre la fédération puis l'analyse du jeu qui se fait avec des étudiants universitaires de l'université qui est établie à Vieromaki. Fait que c'est assez intéressant là, de voir que quand même si humblement tu dis que c'est pas une approche scientifique, mais quand même on voit beaucoup de l'usage quand même de la science à travers ça. Très intéressant. On va laisser la parole à Jean-François qui va nous parler aussi de son expérience, comment il utilise ce type d'informations-là au profit de l'évaluation de ses équipes, ses joueurs. Donc, Jean-François. Merci, Jean. En fait, avant de commencer, ça fait quand même une bonne dizaine d'années et même plus que j'ai toujours été intéressé par l'approche théorique des chiffres derrière le match. C'est sûr qu'à mes débuts comme entraîneur au niveau des structures intégrées, je n'avais pas nécessairement accès à ces données-là. Les outils n'existaient pas, les outils d'intelligence artificielle comme ils sont là. Moi, ça fait déjà 2 ans que j'utilise le logiciel dont on parlait tantôt, Iceberg, d'intelligence artificielle, qui permet de ressortir une quantité de vidéos et de statistiques assez impressionnantes. Donc, même à des niveaux haute performance au Québec, donc au niveau du RSEQ, on était capable d'aller chercher une quantité d'informations comme les professionnels pouvaient avoir et donc soutenir nos enseignements, soutenir l'approche aux joueurs d'une différente manière. Donc, à travers les années, là, j'ai pu développer mes propres outils, un peu comme Alexandre a pu démontrer, pour analyser les statistiques, les types de jeux qui étaient faits par mon équipe pour pouvoir ensuite avoir une vision différente pour pouvoir moduler mes enseignements, moduler mon approche du coaching. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que cette approche-là, à différents niveaux, peut être utilisée par tous les entraîneurs, qu'ils soient simple lettre, double lettre, triple lettre ou haute performance. On peut aller chercher un outil statistique qui va nous permettre d'avoir une vision précise de notre match, dans nos emphases, dans nos objectifs, puis pouvoir développer notre équipe. Donc, ce que je vais présenter là, c'est mon approche à moi que j'ai utilisée durant les 2 dernières saisons avec le Collège Dawson. Puis, j'ai toujours voulu mettre en commun les données, la collecte de données de match. Donc, un entraîneur ou un gardien substitut qui a un pad avec des données de tir, de revirement. Et puis, pouvoir la juxtaposer avec l'intelligence artificielle comme vous avez présentement sous les yeux. Ça venait aussi complémenter toute mon impression de match. Donc, des fois, ça nous permet juste de confirmer ou d'infirmer ce qu'on a vu d'un joueur, ce qu'on a vu de notre équipe au cours d'un match. Des fois, notre œil de coach, ça va vite, il y a énormément d'informations. Donc, avec ça, on venait juste pouvoir se moduler pour pouvoir travailler. Donc, un logiciel comme Iceberg permet de sortir énormément de statistiques. Là, présentement, sous les yeux, vous avez une fiche de match. Donc, après chacun des matchs où on peut combiner plusieurs matchs, on peut avoir autant les données de tir, de passe, de possession, les forces et faiblesses d'un joueur. Donc, le diagramme un peu à gauche permet d'avoir en un seul coup d'œil les forces et faiblesses ou points améliorés d'un joueur. Donc, l'ensemble de ces statistiques-là, il faut un peu les cibler. Donc,
lorsque je peux rencontrer un joueur, l'avantage qu'on a avec un logiciel de ce type-là, c'est qu'en dans quelques heures, une douzaine d'heures maximum après le match, on a déjà l'accès à l'ensemble des statistiques, l'ensemble des vidéos. Donc, si par exemple les organisations n'ont pas un coach vidéo qui séquence les matchs ou bien un entraîneur qui le fait parmi sa tâche avec des logiciels comme Stiva, Exos, Huddle, etc., ça nous permet d'avoir accès à une multitude de vidéos. Et donc, il faut cibler pour pouvoir être capable de pouvoir avoir une efficacité dans notre travail, dans notre intervention avec les joueurs. Donc, moi, personnellement, mes indicateurs, ce que je regarde de façon répétitive après mes matchs, mon expected goal, le XG que Alexandre Dandonneau parlait un peu précédemment, l'efficacité au niveau des tirs, donc autant la provenance des tirs que l'efficacité des tirs. Donc, on a un peu à droite sur la slide présentement la charte du joueur que vous avez sous les yeux. Donc, on a, par un simple coup d'œil, une visualisation de la provenance, l'efficacité. Donc, plus le cercle est gros, plus le tir est efficace et plus son XG est dominant. Donc, rapidement, dans un seul match ou dans une séquence de plusieurs matchs, on peut voir qu'est-ce que le joueur fait. Donc, si on avait une ailière droite, donc c'est normal que le côté droit soit plus dominant. Mais ça nous permet rapidement de pouvoir faire des interventions avec le joueur. Donc, ça, c'est au niveau des tirs. Au niveau des passes, on a le succès des passes, le déroulement du jeu. Donc, est-ce qu'on a des passes qui sont continues? Est-ce que c'est des passes primaires qui donnent une scoring chance? Est-ce que c'est des passes secondaires qui n'auraient peut-être pas dû avoir lieu? On a accès à tous ces chiffres-là. Donc, quand je rencontre un joueur, ça me permet rapidement de rencontrer plusieurs joueurs par semaine. Donc, normalement, je me fixe un objectif entre 7 et 10 joueurs à les rencontrer personnellement. Mes adjoints ont un peu le même chiffre. Donc, on rencontre l'équipe à chaque semaine et ça nous permet d'aller chercher aussi du vidéo. Donc, si on peut changer de séquence, donc on avait la partie individuelle, maintenant la partie de match. Donc, un peu dans le même principe où on a ici une visualisation défensive d'un match, donc un match où on a été très efficace au niveau défensif. Pas beaucoup de tirs qui ont été pris contre nous. On a la provenance, on a est-ce qu'ils ont généré des scoring chances ou pas, et puis aussi où est-ce que les tirs ont été dirigés sur le gardien. Donc, à force de jouer contre une équipe, ça nous permet d'un coup d'œil rapide d'avoir une bonne idée de leur système, de l'endroit où ils tirent et aussi de leur efficacité, dépendamment de la zone qui est à privilégier. Donc, dans une analyse de match, dans une préparation d'équipe, on n'a même pas fait encore le pre-scout d'équipe qu'on est capable d'avoir après avoir joué peut-être 2 matchs contre une équipe, d'avoir une idée de la tendance. Donc, c'est un outil qui est facilement accessible puis qui permet de nous moduler pour pouvoir jouer contre une équipe. Si on passe à la troisième, donc à ce moment-là, une fois que j'ai obtenu toutes ces données-là, que j'ai ciblé des données, donc je veux vraiment focuser sur la partie de centraliser les données par rapport à ce qui est important pour l'équipe. Donc, moi, de mon côté, comme j'ai dit tantôt, l'efficacité des tirs, les scoring chances, les revirements en étaient. Mais moi, j'ai développé mes propres outils, un peu comme Alexandre. On a là, ce que je disais il y a une couple d'années au niveau junior, où ça permet de retracer par joueur l'efficacité offensive, défensive et d'avoir dans une seule synthèse, par exemple ici, les scoring chances, quel type de scoring chances ont été donnés et travaillés par les joueurs en équipe, où est-ce qu'on était efficace. Au niveau des mises en jeu, même chose. Et au niveau des tirs. Donc ici, avec le temps, j'ai un peu modifié les zones de tir. Ce n'était pas juste des lancers par période, mais bien par zone de dangerosité. Mais vous avez une combinaison d'une équipe par rapport à la ligue et ces données-là sont divisables par équipe, par séquence de match. Donc, ça permet d'avoir une meilleure idée quand on analyse le match. Si un joueur est plus 30, plus 40 contre telle équipe, bien, probablement que dans ma préparation de match, dans ma préparation de mon ligne par ligne, ça va modifier un peu mon approche. Donc, c'est une donnée encore là, c'est une approche qui est théorique, mais ça permet de changer un peu la décision qui va être prise au bout de la ligne, de mieux préparer nos matchs et éviter un peu le feeling du coach. Là, ce que moi, j'aime mieux ne pas trop utiliser parce que des fois, on a une vision un peu erronée de notre jeu. On a des préférences sur certains joueurs, on voit la game différemment. Donc ici, on vient vraiment centraliser nos données, centraliser nos décisions pour avoir la meilleure décision possible pour aller chercher la victoire au bout de la ligne. Donc, ça faisait un peu le tour, Jean. Merci Jean-François. Vos 2 interventions nous permettent de voir
si on veut le faire, on peut s'éloigner pas mal de l'analyse qui s'en tient, ben, on ne score pas ou on ne gagne pas. On est capable d'aller beaucoup plus loin. On est capable d'aller dans du très complexe à un isolement d'indicateurs, puis de choisir un peu comme Alexandre Jean-François vient de le dire, choisir ce qui correspond à notre philosophie, parce ce qui cadre avec ce qu'on veut faire. Puis c'est un peu l'idée. Jean-François t'amène un point que je garde dans le sens de ce que tu as dit. Je pense que ça a le potentiel d'être un très bon soutien à l'enseignement. On n'oublie pas quand on est entraîneur dans des niveaux de performance ou non, ou moins performant si on veut, on a un rôle d'enseignant, un rôle de stimuler les jeunes joueurs puis de les amener à s'intéresser à leur sport de différentes façons. Fait que je pense que tu démontres assez bien que c'est un bon soutien pour l'enseignant s'il réussit, pour l'entraîneur, je veux dire, s'il peut réussir à l'utiliser. Maintenant, ça nous amène avec l'œil de l'analyste. Donc, Thibault, tu as écouté attentivement tout ce qui vient de se dire dans les dernières minutes. Donc, de ton œil, tu as vécu l'expérience d'être analyste. J'ai eu la chance de discuter avec toi, d'échanger, puis de constater tout ce que tu fais comme travail au niveau de la collecte, au niveau de l'effort que tu y mets. Donc, je pense que c'est pertinent que tu nous amènes un peu ton feedback sur l'expérience que tu vis pour qu'on regarde comment ça se déroule dans la tête de l'analyste. Merci. Et puis, la petite différence, ça va être que Alexandre, PGF ont bien expliqué ce qu'on peut faire comme analyse à l'intérieur d'une équipe. Puis là, je vais plus parler en fait de la vision d'un analyste public, parce que je vais un peu parler du projet Magnus Corsi que j'ai parti au printemps 2018. C'est-à-dire qu'au printemps 2018, en parlant avec un ami, même si ça fait 10 ans que je suis à Montréal, comme vous pouvez l'entendre, j'ai des racines françaises. Puis un ami me disait, as-tu déjà vu passer des choses sur les stats avancées en Ligue Magnus? Je disais, non, en Ligue Magnus, je pense que rien ne se fait. Puis effectivement, encore aujourd'hui, les stats offertes par la Ligue sur les matchs de Ligue Magnus, c'est les buts, les assistances, les face-offs, puis le plus-minus. C'est-à-dire qu'on n'a que ça. Et donc à l'époque, en 2018, je me suis dit, pourquoi pas créer un petit projet de stats avancées et puis voir en fait quelle sera la réaction. Est-ce qu'il y aura un intérêt du public, des équipes, des médias? Je fais un saut dans le temps en 2020, à la fin du projet, parce que Magnus Corsi, dans sa version numéro 1, s'est arrêté ce printemps-ci. On avait recruté une équipe de bénévoles, donc on a recruté, qu'on a formé, évidemment, qui ont traqué tous les matchs de Ligue Magnus qui ont eu lieu depuis. Il y en a 633 exactement. Ça fait plus de 74 000 tirs tentés, traqués à la main. Et puis toutes ces stats-là, puis ça, je pense que le succès du projet, sans être complètement objectif, mais le succès du projet a été, selon moi, que toutes les stats recueillies ont été mises en ligne gratuitement sur une page via l'outil Tableau, donc avec des visuels. Donc vous pouvez voir ça un peu sur la slide. Aussi bien des heatmaps que des profils de joueurs, des profils d'équipe, des graphiques, des charts de présentation de matchs, de prédiction du classement à la fin de saison, de prédiction des séries, des choses comme ça. On a tout mis en ligne gratuitement. Personne n'a jamais rien payé pour ces stats-là. On était très actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, avec une approche la plus pédagogique possible. Il était hors de question de juste balancer des stats, des game reports le lendemain, puis sans rien expliquer, parce que le but du projet, c'était vraiment de faire comprendre au milieu du hockey, aussi bien les fans que même au sein des équipes, l'intérêt des stats avancées. Et pour ça, il fallait expliquer encore et encore. Donc, sur un rapport de match, par exemple, il suffisait pas de dire que l'équipe A méritait de gagner le match. Non, l'équipe A méritait de gagner le match parce que à 5 contre 5, elle avait dominé au niveau des expecting goals. Puis en unité spéciale, c'était à peu près pareil, mais au total, avec le nombre d'expecting goals en plus qu'avait l'équipe A, historiquement, elle avait 70% de chances de remporter le match. C'est aussi simple que ça, mais ça fait comprendre la mécanique. On a eu un intérêt d'une bonne partie du public assez immédiat. Je pensais vraiment toucher 10 personnes à la base, puis on a plusieurs milliers de followers aujourd'hui, qui étaient contents de voir des analyses plus poussées, évidemment, dans un pays où le hockey n'est pas le sport numéro 1, forcément.
Pour vous dire, printemps 2018, vraiment la veille des séries, on lance le projet. 4 semaines plus tard, on donnait des stats en live à la télévision française qui diffusait la finale. C'est-à-dire que l'intérêt des médias aussi était là. Et puis cette année, on diffusait avant chaque match des visuels de présentation sur le diffuseur officiel de la Ligue. L'intérêt était là. Pour les coachs, l'intérêt est venu plus graduellement, je pense. Puis il y a une petite culture du secret quand même au niveau du coaching au sein de la communauté. C'est-à-dire que dès le début, moi, dès le printemps 2018, j'ai commencé à avoir des missions pour des équipes. Mais ce n'est vraiment qu'un an plus tard où il y a un journaliste français qui a fait un dossier sur nous puis qui allait demander aux 12 coachs de Ligue Magnus s'ils connaissaient Magnus Corsi, s'ils avaient utilisé Magnus Corsi. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même 10 sur 12 qui connaissaient Magnus Corsi. Il y en a juste 2 qui n'en avaient jamais entendu parler. L'histoire rigolote, c'est qu'un des 2 est allé voir le lien que lui a donné le journaliste, puis il a rappelé le journaliste tout de suite en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et est-ce que les autres coachs utilisent ça? Mais c'est fou, c'est fou. Puis dans les 10 qui nous connaissaient, à peu près la moitié nous utilisaient sans le dire, sans le faire savoir. Puis l'autre moitié disait bah, non, j'y crois pas ou j'ai déjà mes choses en interne, j'en ai pas besoin. Puis ça, début 2019, si j'arrive en 2020, dans les 6 derniers mois, je pense qu'il y a vraiment eu une accélération. C'est-à-dire que j'ai eu des coachs qui ont pris leur téléphone, qui m'ont appelé, puis très honnêtement, qui disaient je suis intéressé, mais j'y connais rien, j'ai envie d'apprendre, j'ai plein de questions. Puis on se parlait. Et qui me demandait comment tu traques ça, comment ça se passe, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis ça, je trouve ça intéressant, mais explique-moi. Techniquement, comment je peux le mettre en place à l'interne? Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Est-ce que tu as vu des papiers? Peux-tu me donner de la littérature? Il y a vraiment un intérêt. Mais ça, c'est venu graduellement. Et je pense que ça vient aussi avec la nouvelle génération d'entraîneurs, on ne va pas se le cacher, qui arrive maintenant en poste, qui est en début de carrière, et pour qui les statistiques les statistiques avancées sont naturelles. Tu peux passer à la slide suivante, Jean? Thibaut, j'interviens juste. Le Magnus Corsi, le schéma que tu nous démontres avec les représentations visuelles, c'est disponible sur le site de Tableau. Oui, on a une page sur le site Tableau. On pourra fournir le lien peut-être plus suivant la présentation du colloque. On pourra se fournir le lien. C'est un site assez intéressant qui permet justement d'accéder à des données visuelles très intéressantes. Tu peux continuer. Puis au final, là où je veux en venir, c'est que j'ai lancé l'expérience vraiment comme une expérience pour tester si ça allait intéresser, je disais vraiment 10 personnes. Puis je suis honnête, là, je pensais que ça allait intéresser 10 personnes. Puis au final, on a répondu à un besoin qu'on sous-estimait complètement. Puis je vais insulter personne en disant que la France n'est pas un grand pays de hockey, c'est juste la réalité. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de budget, de ressources. Mais au final, il y avait quand même un appétit. Les gens ne sont pas idiots, ils savent ce qui se passe dans les grandes lignes, ils savent ce qui se passe dans les autres sports. Puis pour moi, la recette du succès quand même de toute cette dynamique-là, elle est venue en 2 temps. Il y a eu d'abord une visibilité médiatique. D'une part, du simple fait de notre existence, on était là, on offrait une ressource qui n'était pas offerte par la Ligue. Puis les équipes n'ont pas forcément les budgets de s'acheter un Iceberg ou un autre fournisseur. Là. Les budgets sont à ce point-là. Et on était présents, les médias nous relayaient, le public nous relayait, ne serait-ce que les comptes officiels des équipes voyaient nos activités sur les réseaux sociaux, ils savaient qu'on était là. Ça, c'était la première partie. Puis l'autre partie, veut pas, c'était quand même une sorte d'aval dans le milieu. Que comme j'ai commencé à faire des missions, j'ai travaillé pour l'équipe de France en 2018 et l'équipe de France junior par la suite. Et à partir de ce moment-là, c'était plus juste Magnus Corsi, des gars qui postent des stats sur Twitter. C'était aussi Magnus Corsi, il y a le gars qui travaille pour l'équipe de France. Puis là, ça a cassé les dernières barrières pour certaines personnes de se dire, OK, les stats, c'est crédible. Parce que, selon moi, le problème numéro 1 des stats, c'est encore leur méconnaissance. Il y a quand même, on a une vision très limitée de leur potentiel. Il y a pas mal encore aujourd'hui de personnes dans le hockey qui pensent les stats, c'est juste le Corsi. Ils ont vu 2-3 articles sur des stats très avancés, très poussés, qui étaient complètement obscurs, qu'ils ne comprenaient pas. Ça, c'est tout à fait normal.
Il y a différents niveaux d'analyse, différents niveaux de compréhension. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est normal. Il y a des légendes urbaines sur les aspects négatifs. Les stats, ça mesure pas l'éthique de travail. Et des choses qu'on entend jour après jour. Là. Et puis, un manque de temps, un manque d'envie, si on part d'un a priori négatif, et un manque de ressources. Et pour ça, ma vision personnelle, puis c'est ce qui s'est passé avec Manus Corsi, la solution doit être une prise d'initiative en direction des équipes. Que si on attend que les équipes, on va avoir des cas isolés comme Alexandre, comme JF, c'est super qui prennent le taureau par les cornes, puis qui vont se former, qui vont créer des outils, qui vont acheter des outils. Mais si on attend pour que l'ensemble des équipes d'une ligue, quel que soit le niveau, utilisent cette avancée, on n'en a pas encore pour des années, voire peut-être plus d'une décennie. Par contre, s'il y a une ressource publique qui fournit au moins les stats avancées de base, j'adore cette expression, stats avancées de base, mais ne serait-ce que tous les tirs tentés avec leur emplacement sur la glace, rien qu'avec ça, on peut faire des trucs extraordinaires, des trucs très pertinents, rien qu'avec ça. Tout en expliquant comment c'est traqué, et puis pourquoi on a choisi ces indicateurs-là, pourquoi on les donne. Ça passe aussi, à mon avis, par la mise à disposition d'ouvrages de référence, de petits guides, pourquoi pas d'outils très simples pour traquer soi-même des choses ou pour mettre en place ne serait-ce que des chiffriers Excel ou un outil de visualisation, que ce soit Tableau ou Power BI ou autre chose, ou mettre des liens de contact si les gens ont envie d'aller acheter Iceberg ou Instat ou contacter Sportlogic, qui est une ressource centralisée, que ce soit au niveau d'une ligue, d'une fédération, d'une université, d'un laboratoire, qui est une sorte de prise de contrôle pour dire, OK, nous, on va être là pour aider à développer ça dans le hockey aujourd'hui. Puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'à mon avis, la demande existe, je l'ai vu en France, mais il faut aussi y répondre, comme je dis, avec rigueur puis pédagogie. C'est-à-dire, il faut être disponible, les coachs ont des milliers de questions. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'améliorer, c'est normal. Et on ne peut pas juste non plus leur donner, par exemple, un guide puis des ressources en disant débrouillez-vous. Vous allez apprendre tout seul. Il faut être là, il faut être à l'écoute, il faut pouvoir répondre aux questions. Ça prend aussi des ressources, évidemment. Il faut comprendre aussi que les stats doivent s'accorder avec la réalité quotidienne d'un coach en termes de temps, en termes de relations humaines, comment je communique ça avec mes joueurs, comment j'applique ça en parallèle avec mon analyse vidéo, avec mon analyse de performance physique, des choses comme ça. Il faut être pratique. Il faut montrer la pertinence des stats et comment l'utiliser au quotidien. Parce qu'on ne va pas se le cacher, je leur dis, c'est un outil quand même qui va du très simple au très compliqué, mais il faut se former. Pour se former, ça prend du temps et ça prend des ressources. Et à mon avis, il faut un peu prendre les équipes par la main et leur dire, OK, on va vous aider. On veut que le hockey au Québec ou ailleurs se développe. On veut rattraper l'élite mondiale. On veut produire des joueurs qui vont dans la Ligue nationale. On va se donner les moyens, on va aider nos équipes. Merci Thibault. C'est un bon. Tu amènes un point quand même intéressant, que l'initiative est importante. Puis la flèche est comme à double sens. Hein. Il y a aussi toute la question de le niveau de réception de la part de l'intervenant. Fait que c'est un peu des vases communicants, si on veut. Puis à la base de tout ça, ben, c'est le processus de la recherche, c'est un peu ça, c'est d'identifier une problématique, de poser les questions de recherche qui s'adressent à cette problématique-là. Donc, ça se fait à vice-versa. Le raisonnement peut partir de l'analyste ou du chercheur qui va proposer à un entraîneur comme Alexandre de dire ben, il y a une telle façon de marquer des buts qui a évolué, qui est une nouvelle tendance. Alexandre manifeste un intérêt à l'étudier, puis on est parti, puis on peut aborder la question. Une deuxième partie de notre table ronde, plutôt en rafale, beaucoup plus avec quelques mots-clés, votre point de vue par rapport à vos indicateurs privilégiés, les perspectives futures, comment vous voyez l'usage des analyses, des statistiques avancées. J'utilise les termes, j'interchange un peu, mais qu'est-ce que vous voyez dans une perspective de développement futur, Alexandre? Bien, merci encore. Thibault, je trouvais ça super intéressant parce que tu vois, tu parlais qu'il y avait des équipes dans la Ligue Magnus qui n'avaient même pas le budget pour Iceberg. Puis moi, nous, on l'utilise dans les collégiales. Moi-même, je trouvais qu'on n'avait pas de budget pour grand-chose. Je pense que notre sujet de discussion primaire entre moi et Claude Morin, notre directeur des sports, c'est toujours au sujet du budget. Là, puis comment
moi, je suis toujours en train d'essayer de trouver des manières d'y faire contourner, si on veut, certaines choses pour être capable d'avoir accès à des meilleurs outils pour aider nos gars à performer. Puis, je pense que dans ce que tu énonçais, il y a un côté aussi de l'entraîneur que, il y a des gars qui ont, comme moi, là, je trouve que, moi, évidemment, on est tous encore en développement, mais à chaque année, j'ai l'impression que là, j'apprends tellement là, de comment que les équipes adverses ils jouent contre nous, comment que nous, on s'adapte, les différents systèmes de jeu qu'on a utilisés dans le passé, puis comment on s'est adapté, puis qu'on a modifié. Puis, les statistiques, ils viennent corroborer un peu dans tout ça. Ils viennent un peu affirmer, on a-tu pris les bonnes décisions? Des fois, on a utilisé certaines statistiques, puis ce que je vois beaucoup dans ce qui s'est fait dans les dernières années, dans les statistiques avancées, là, dans les 10 dernières années, ça passait de... On n'avait pas grand-chose à... J'ai vu un moment donné je pense que c'était une présentation de 8 heures là, avec à peu près, là, il y avait 20 personnes différentes qui ont parlé. La moitié du temps, là, puis j'ai quand même été à l'université en éducation physique, là, pas en statistique ou en quoi que ce soit, mais il y a bien des affaires que j'avais de la difficulté à comprendre. Il fallait que j'arrête la vidéo, il fallait que j'aille rechercher les mots utilisés. Il y a un jargon là, qui est utilisé qui fait en sorte qu'il y a quand même un certain espace entre les gens qui font les statistiques avancées, puis là, pas les avancées de base, là, comme tu disais tantôt, mais les avancées, puis les entraîneurs qui ont un background où est-ce que, on a joué la game, on a une idée de certaines, mais moi, dans le temps que j'ai joué, les statistiques avancées, ça n'existait pas, puis c'était les statistiques de base. Là. Puis même le Corsi, j'ai eu aucun entraîneur qui m'a jamais parlé du Corsi. Je l'ai appris par moi-même par la suite, puis probablement grâce à une des formations de Jean-François. Fait c'est le genre d'affaire qui fait en sorte que plus on avance en tant qu'entraîneur, puis qu'on cherche des manières d'aller chercher un edge dans tous les matchs, surtout contre des entraîneurs que ça fait 10 ans, nous, qu'on coach contre les mêmes gars dans la plupart des cas. C'est que là, on se connaît les deux, on sait ils vont faire quoi, ils savent ils vont faire quoi, comment on est capable d'ajuster dans tout ça pour cette année avoir une formule gagnante contre cette équipe-là. Je pense à Guy Chouinard à Saint-Laurent, je pense à Éric Messier à Sorel. À chaque fois qu'on les affronte, on le sait qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais comment est-ce que nous, on est capable de s'adapter pour aller gagner le match? Puis je pense que dans cette optique-là, là, ça devient vraiment intéressant d'avoir un outil comme le tien où est-ce qu'on est capable d'avoir un peu de feedback pour nous aider avec toutes ces données-là qui sont là présentes présentement et aussi de les adapter au calibre dans lequel on est. Puis je fais un lien maintenant avec la slide qu'on voit. Je pense que le plus important, c'est un petit peu ça. Nous, à notre niveau, on essaie de faire en sorte que nos joueurs, ce soit des joueurs les plus complets possibles. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas juste miser sur la victoire. Du moins, c'est la philosophie que nous, on a. On travaille très fort pour le développement de l'individu en entier, mais le joueur complet est plus important que le joueur qui est opportuniste. Puis je dis opportuniste, mes anciens joueurs, ils savent probablement de qui je parle. Là, en 2016-2017, on a gagné un championnat avec un joueur de 20 ans qui a marqué 15 buts dans l'année. Il a été, je pense, à 2 reprises sur l'avantage numérique parce que, sans dire qu'il trichait, il prenait souvent des chances. Mais souvent, il partait en breakaway, puis tabarouette, il la mettait dedans. Puis ça a été quand même productif au niveau de la victoire, mais au niveau de son développement, moi, je trouvais que c'était nuisible. C'était pas ça qu'on lui demandait. On voulait qu'il revienne. On voulait empêcher justement les entrées de zone. On a un système à 3 défenseurs. Fait c'est une manière de jouer qui va t'amener à marquer des buts, mais est-ce que c'est ce qui va lui permettre, une fois rendu au prochain niveau, d'être capable de faire ce que son entraîneur lui demande? Parce que le prochain niveau, veut pas. Le gars qui a marqué peut-être 20 buts dans la ligue collégiale chez nous, il va arriver dans la ligue junior majeure, puis il va jouer sur un 4e trio, puis il va falloir qu'il prenne son rôle puis qu'il fasse le travail à ce niveau-là. Et universitaire, ça va être la même chose. Fait que ça c'est la partie intéressante que je fais le lien avec comment les utiliser, ces statistiques-là. Je pense qu'au niveau de la philosophie que je parlais tantôt, quand on regarde les statistiques, ça vient vraiment corroborer au niveau de, est-ce qu'on utilise un modèle beaucoup plus nord-américain, puis l'échec avant, puis on met de la pression, puis on crée des revirements. Puis bizarrement, on a vu que dans la Liga, comme j'expliquais tantôt, ça a été ça qui a été une des choses qui était significative comme donnée. L'échec avant en zone offensive, comment que ça crée des revirements pour des buts, versus une philosophie que je considérais plus européenne, malgré les statistiques venant de la Finlande, comme étant un jeu de possession de rondelle, garder la rondelle sur la palette,
essayer d'utiliser plus un système. Je me rappelle encore les premières fois que j'ai vu la série du siècle, puis les Russes, comment ils patinaient est-ouest partout sur la glace avec la rondelle. Moi, ça m'a ouvert les yeux quand j'étais plus jeune. Je faisais « Wow, ça peut être ça le hockey, c'est débile. » C'est un système de possession de rondelles. On n'est pas capable de rentrer dans la zone offensive en pleine possession, bien, on ne rentre pas, on revient puis on trouve une autre manière de rentrer. Puis ça, je pense qu'au niveau du développement du joueur, de prendre confiance avec la rondelle à notre niveau, c'est des données pour moi, surtout quand je démontre, puis je vais les démontrer à mes joueurs. Là, j'ai fait ça pour la présentation d'aujourd'hui, plus le découpage de but par but grâce à Iceberg. Bien, ça va me permettre de dire aux gars, regardez, la philosophie qu'on a, elle peut être payante. Il y a d'autres manières de marquer des buts. T'sais, on n'a pas tout gagné nos matchs, mais voici comment ça a été payant. Puis on a été capable de marquer des buts d'une façon qui était supposée nous donner un avantage sur la glace. Puis je pense que ça va nous aider à guider nos choix, d'avoir des ressources comme la tienne. J'aurais dû te mettre même dans cette liste-là, mais moi, un des grands influenceurs, ça a été Steve Valiquette avec ses reportages qu'il faisait sur les Rangers de New York, malgré le fait que c'était la Ligue nationale. Quand il parlait du Royal Road, quand il parlait de travailler en arrière du but, ça, c'est des choses en discussion beaucoup avec Éric Raymond, comme je disais tantôt, notre coach des gardiens. Où est-ce que, comment lui, il voyait ça, même qu'on a un exercice qu'on l'appelle le Roy Drill, le Forward Roy Drill, parce que c'est Patrick Roy, un ancien gardien, qui avec les remparts, expliquait comment il travaillait des séquences offensives derrière le filet. Fait qu'au lieu du cycle up, c'était un cycle down pour travailler derrière le filet, puis travailler les options, puis où est-ce que les gars devaient se positionner, dans quel trou, puis c'est quoi les avantages que tu avais à faire travailler le gardien avec ses fenêtres pour redonner la rondelle par en arrière ou pas. Fait que c'est toutes des choses qui ont guidé beaucoup mon enseignement, puis que de plus en plus qu'on a des statistiques avancées de différents niveaux, bien, ça va nous aider encore plus à dire, bien, ça, c'est adaptable pour moi dans le collégial, puis c'est adaptable aussi dans le fait que je veux que ce joueur-là, il se développe plus tard. Fait que pour terminer, bien, défensivement, parce que je pense que on a une grosse vision, puis surtout chez nous, on a tellement travaillé l'aspect défensif là, parce que c'était un peu mon style de jeu quand je jouais, que dans les dernières années, on essaye beaucoup plus de travailler l'offensive, mais quand on prend toutes ces statistiques-là, puis qu'on essaie de regarder l'envers de la médaille, puis de dire, bien, défensivement, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bien, nous, dans nos pratiques, veut pas, on pratique beaucoup travailler à travers la Royal Road, fait que c'est normal que les gars ils s'améliorent à travers ça. Fait que les statistiques que je les montrais tantôt, ça faisait en sorte que nous, nos chiffres sont gonflés par rapport à marquer des buts au Royal Road versus les autres équipes. Par contre, les autres équipes avaient nettement des meilleures statistiques dans les buts qu'ils ont marqués contre nous au niveau de l'échec avant. Fait que c'est peut-être quelque chose que nous, défensivement, bien, oui, il faut s'améliorer, il faut être capable de s'adapter à cette philosophie-là qui existe encore et qui est très importante dans le hockey parce qu'elle fonctionne. Fait que dans comment on va gérer nos entraînements, bien, on ne veut pas perdre en vue l'aspect offensif de marquer des buts de telle manière, mais on veut avoir aussi plus d'informations sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos joueurs défensivement pour être capable de contrer les équipes adverses, tout dépendant c'est qui, puis comment ils vont utiliser les différentes statistiques à leur avantage, un peu comme nous on l'a fait avec le Royal Road. Puis c'est ce qui va faire en sorte que nos joueurs, bien, j'espère bien, on va être capable de développer des gars beaucoup plus complets pour les prochains niveaux. Merci. Jean-François? Comme un peu le titre de la diapositive, c'est un outil pour compléter l'évaluation de l'équipe. Ce type d'outil-là, peu importe lequel, peu importe si c'est un outil comme Steva, Exynos ou une plateforme d'intelligence artificielle, l'important, c'est de pouvoir se démarquer des autres coachs, des équipes dans notre ligue. Donc, avec ce genre d'outils-là, ça va être de savoir quoi faire avec ça et comment l'utiliser pour pouvoir se démarquer. D'un autre point de vue, il faut savoir aussi choisir ses priorités. On disait, bon, les systèmes d'intelligence artificielle, c'est coûteux, c'est un des inconvénients de ce type de plateforme-là. Mais personnellement, après l'avoir utilisé pendant 2 saisons, je pense que ça peut remplacer le travail d'un entraîneur. Donc, il y a des équipes qui travaillent à 4-5 entraîneurs, mais si on enlève un entraîneur, des fois, on peut condenser le travail fait avec les entraîneurs de l'équipe, puis pouvoir utiliser un système comme ça. Donc, quand on parle de budget, bien, à ce moment-là, on peut rentabiliser un peu le système par ce moyen-là. Je pense que dans les avantages qu'on a de ce type d'outil-là, on a vraiment toutes les séquences de match. Donc, tous ceux qui n'ont pas accès à l'entraîneur vidéo, puis même l'entraîneur vidéo, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'il peut séquencer au cours d'un match. Avec un outil comme celui-là, bien, on a accès à l'ensemble de ce. À partir du moment où le joueur met un pied sur la glace, on peut
retracer son shift à lui, sa séquence à lui et l'ensemble des systèmes de jeu dans lesquels il a contribué. Donc ça, normalement, un entraîneur vidéo va avoir une limite, puis le logiciel d'intelligence artificielle va pouvoir nous sortir ces données-là. Ils vont pouvoir être regardés par la suite. Ça va permettre aussi à l'entraîneur, une fois qu'il a l'ensemble de ces données-là, de pouvoir identifier une seule séquence. Donc, Alexandre parlait tantôt, par exemple, de son système défensif contre le forecheck. Bien, à ce moment-là, on peut identifier cette cible-là et pouvoir analyser uniquement les séquences vidéo en lien avec ce système-là et pouvoir aller chercher le petit edge de plus, le petit avantage de plus qui va nous permettre de développer notre équipe différemment parce que rapidement, dès le début de la semaine, on est capable de voir ce vidéo-là et de pouvoir planifier nos entraînements différemment au cours de la semaine et non pas attendre 2, 3, 4 jours avant de pouvoir mettre le doigt sur le bobo, si on peut dire. Un outil au service du développement de l'entraîneur. Donc, les entraîneurs ont en majorité tous joué, ont tous fait des formations. C'est beau les formations, mais il faut être capable d'aller au-delà de ça, être capable de faire des lectures, être capable de se renseigner, de faire des formations continues. Une fois qu'on a atteint même des niveaux de performance où la formation au Québec dure 90 heures, si l'entraîneur ne fait pas rien de plus suivant ça, on va stagner. Je pense que c'est comme ça dans la majorité des domaines d'études. Il faut continuer à acquérir des connaissances, il faut acquérir autant au niveau du savoir-faire que du savoir-être, comment on va se développer comme entraîneur, c'est la compétence de l'entraîneur. Tous les entraîneurs sont différents. Donc, à ce moment-là, il faut être capable d'aller soit chercher des cordes à son arc en embauchant des adjoints qui vont être capables de nous complémenter, ou bien d'être capable de se former, d'aller chercher de la nouvelle information avec des discussions, des forums de partage qu'on a présentement aujourd'hui. Je pense que chacun de nous quatre a eu un outil, 2 outils de plus, une manière de voir les choses différentes. Et c'est un peu ça qu'on veut donner. On n'a pas la science infuse comme entraîneur. On veut s'améliorer à chaque jour. Donc, je pense que l'important, c'est de pouvoir continuer à se développer. Puis c'est pour ça que l'utilisation de la technologie, l'utilisation d'outils comme ce type-là, permet d'améliorer la game à tous les niveaux. Parce qu'on pense que rapidement, les Pee-Wee, les Bantam, les Midgets vont avoir accès à ça dans leur analyse. Donc, on va être capable de bien mentorer ces entraîneurs-là pour qu'ils puissent le mieux possible se développer et puis voir la game différemment pour que les jeunes en bénéficient au bout de la ligne parce que c'est pour eux autres qu'on fait tout ça. C'est pour nos joueurs, nos jeunes qu'on met tout ce temps-là d'analyse. Donc, c'est vraiment pour le développement des entraîneurs, mais au bout de la ligne, pour celui des joueurs. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, là, c'est vraiment de faire la distinction entre le réel d'un match et les impressions d'un match, de pouvoir merger ça ensemble et d'avoir la meilleure vision pour pouvoir voir le match différemment puis pouvoir intervenir de façon efficace avec nos joueurs. Merci Jean-François. Thibault, ton point de vue sur le développement de l'approche d'analyse avancée dans notre domaine? Évidemment, moi, je pense que les stats sont indispensables dans le sport moderne. Ça va au-delà du hockey, puis ça va même au-delà du sport. Enfin, dans tous les secteurs de l'économie aujourd'hui, on dit toujours knowledge is power, et toutes les entreprises du monde cherchent à collecter des données sur leurs consommateurs, sur le marché. Je ne comprends pas pourquoi le hockey serait une espèce de microcosme à part où on ne peut rien mesurer, on ne peut pas se servir des chiffres. Ça fait aucun sens. Puis, il y a encore quelques années, il y avait débat. Je pense que maintenant, il n'y a plus débat. Toutes les équipes de la Ligue nationale s'en servent. La Ligue suédoise a des partenariats globaux avec Sportlogic. Ça arrive en Suisse, en Russie, ils ont leurs choses. Il n'y a plus de débat. Les stats ont une valeur ajoutée. Comme il y a eu un débat il y a peut-être 15 ans sur la vidéo, comme on se sert maintenant de la nutrition, comme on se sert maintenant tout ce qui est aspect développement physique, la mesure du sommeil, on va jusque-là maintenant. C'est tout ce qui peut améliorer la performance, tout ce qui peut te donner un 5% de plus sur l'adversaire, il faut aller le chercher. Puis aujourd'hui, ne pas se servir des stats, comme Jeff vient de le dire, c'est céder du terrain à la concurrence. C'est être derrière, c'est être en retard. Puis oui, ça prend des connaissances, ça prend de la formation, mais comme les stats, comme pour autre chose, si ton 5% vient de faire gagner le match ou une série, il n'y a rien de plus satisfaisant dans le monde. Tu sais que tu as fait la différence grâce à cet outil-là, comme tu as pu le faire par la vidéo, comme tu as pu le faire par je sais pas quoi. Ça sert, il y a une plus-value. Ce que je pense aussi, c'est que c'est pas si difficile. Il faut vraiment casser la barrière de la méconnaissance des stats et
de se dire, oh là là, ça va être tellement compliqué de se mettre là-dedans, j'ai pas le temps. Les stats avancées de base, je reprends mon expression, sont vraiment simples d'une part à traquer, même si on le fait soi-même, et puis à utiliser. C'est de base, les coursies, faire des cartes de tir, traquer l'origine des chances de marquer, ne serait-ce que faire les sorties de zone, les entrées de zone au plan collectif, c'est vraiment très simple. Moi, je l'ai fait avec des personnes volontaires, des fans de hockey qui l'ont fait sans problème, avec une formation juste de quelques heures. Je suis persuadé qu'on peut trouver assez facilement, surtout au Canada, au Québec, des ressources humaines pour aider les équipes. Évidemment, il ne faut pas dire ça, il faut payer les gens pour un travail, mais s'il faut, il y a plein de jeunes qui veulent mettre un pied dans le métier, qui connaissent les stats avancées, qui sont nés avec, qui sont là, qui sont prêts à aider pour se mettre une ligne sur leur CV. Aujourd'hui, la quasi-totalité des équipes de la Ligue junior de l'Ontario ont des analystes statistiques. Ils ne sont pas souvent payés, mais ils ont des analystes statistiques. Au Québec, ce n'est pas le cas de ce que j'entends. Mais les gens sont là. Il suffit de chercher, on les trouve. Et rien qu'avec ça, la plus-value est conséquente parce que embaucher quelqu'un de plus, ça libère du temps aux entraîneurs, ça rajoute une ressource pour traquer, pour couper, pour faire des rapports, pour donner ses insights au coaching staff, pour mâcher un peu le travail, ce qui est un peu la difficulté quand on est limité dans le temps. Si on a quelqu'un, si on a un analyste qui va se pencher sur les stats, qui va ressortir les faits saillants, c'est une énorme plus-value en plus d'avoir les stats. C'est comme une double victoire. Puis mon dernier point, puis JF l'a mentionné, puis Alexandre a mentionné aussi des espèces d'influenceurs comme Steve Valiquette, c'est que au-delà de la formation, effectivement, il faut toujours garder ses yeux puis ses oreilles ouverts. Le sport, puis les stades dans le sport sont en constante évolution, comme tout dans le monde. Et puis, il faut rester à l'affût, il faut se servir des recherches qui existent. Dans le hockey, dans d'autres sports, dans le soccer, dans le football, dans le baseball, les grandes avancées au niveau des statistiques et de la compréhension du jeu se sont faites de manière publique. Il y a des gens qui ont pris les stats disponibles, qui ont crunché les datas, qui ont sorti des études, qui ont trouvé des façons de faire, des façons de voir le jeu différentes pour des choses extrêmement pointues comme les entrées de zone en powerplay, comme tu as montré Jean tout à l'heure. Les recherches que j'ai pu publier dernièrement sur le lien entre chaque type d'entrée, de sortie, puis la chance de se créer un tir à la fin de l'action, puis la dangerosité de ce tir. Le graphique qu'on voit là, c'est le pourcentage de fois qu'un événement mène à un tir au bout de la séquence. Rien que ça, c'est basé sur des centaines de matchs, sur des milliers d'événements. Puis ça, on a tous une sorte de connaissance commune du hockey qui vient avec la pratique, avec les années. Mais apprendre encore davantage, se pencher sur le sport, même sur des aspects très précis du hockey, c'est impossible à faire en vidéo. On peut y passer des heures, des dizaines d'heures, on ne sera jamais capable de visionner des milliers de matchs et des millions d'actions. Ça, les stats sont là pour ça. Et puis, tout ça, je le redis, souvent, c'est public. Elles sont publiées publiquement, elles sont validées comme des recherches scientifiques. Elles sont disponibles sur des sites. Il y a des conférences auxquelles on peut assister, souvent gratuitement. À mon avis, il ne faut absolument pas hésiter à contacter les personnes, à poser des questions, à ouvrir un dialogue pour continuer encore et toujours à s'améliorer. Et puis moi, je vais finir par une petite anecdote rigolote parce que quand j'ai sorti mes premières recherches sur l'impact des différents types d'entrées de zone, par exemple, j'ai montré que, on le sait tous, on le devine, qu'une entrée de zone en contrôle est plus dangereuse qu'une entrée de zone en dump. Ok, fine. Puis un entraîneur m'a approché en me disant, oui, mais ton entrée de zone en contrôle, tu risques un revirement. Et comment tu prends en compte le risque de revirement versus que si je l'envoie au fond, j'ai peut-être moins de chances de créer une phase offensive, mais au moins je suis sûr de ne pas perdre la rondelle à la bleue. Je suis retourné dans les données, j'ai cherché, j'ai sorti les stats qui montraient le danger entre tenter une entrée de zone en contrôle, puis le danger entre tenter une entrée de zone en dump. Quand je dis danger, c'est ce que l'équipe adverse a fait dans l'action suivante. Puis j'ai montré par les stats que l'entrée de zone en contrôle était quand même 2 fois moins dangereuse que de tenter une entrée de zone en dump. Puis l'entraîneur a regardé ça, il a fait « Ok, je vais changer mon plan de match. »
Puis ça, pour moi, ça montre, Jean, tu parlais d'une communication à double sens là, et le coach qui était curieux, qui était réceptif, qui était demandeur, qui posait des questions très critiques, très pertinentes, mais quand il a vu la réponse pour lui semblait crédible, lui semblait posée, il a dit « Ok, ça m'apporte quelque chose, je vais le faire ». Jean, je ne sais pas si tu me permets d'intervenir là-dessus, parce que c'est Oui. vraiment intéressant ce que tu viens de dire, Thibault. Là. Même si tu ne me permettais pas, j'ai de le faire. Là. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, nous, on a l'opportunité de recruter partout au Québec. Puis cette année même, j'ai vécu une situation où est-ce que j'ai eu un défenseur qui est venu jouer chez nous. Nous, on aimait beaucoup ce type de défenseur-là, physique, mobile, grand. Mais, tu sais, je ne jouais pas midget 3, je jouais midget espoir comme deuxième année. Et dans les 5-6 premiers matchs qu'il a joués, là, à chaque fois qu'il recevait la rondelle, il mettait la rondelle par la bande. Tout le temps. Chips à board, chips à board, chips à board. Puis, tu sais, à un moment donné, quand on parlait, moi, je parlais tantôt du développement du joueur, ce joueur-là, il n'a jamais eu l'opportunité de se sentir en confiance à patiner avec la rondelle. Puis c'est simplement pas parce que l'entraîneur voulait mal faire, tu sais, peut-être parce qu'il était un peu plus limité à un moment donné dans son développement, puis comme, ben, regarde, là, fais juste la mettre par la bande, puis ça va être correct, on va avancer. Puis il n'y a pas tard. C'est vrai que la rondelle avance, ça fait partie d'un principe de jeu qu'on veut respecter. On ne veut pas nécessairement toujours aller vers l'arrière. Mais ce joueur-là n'a jamais pris confiance dans ses moyens. Puis cette année, à 17 ans, c'était la première fois qu'il avait l'opportunité de patiner avec la rondelle puis de la garder sur sa palette. Puis ça, sans des statistiques, sans ces données-là qu'on est capable d'amener et de dire, ben regarde, voici pourquoi c'est important que tu le développes, cet aspect-là de ton jeu au niveau Pee-wee, au niveau Bantam, au niveau midget, pour que quand tu arrives dans le monde junior, qui est là, le dernier pas d'entrée là, vers les ligues professionnelles et universitaires, ben, là, au moins, tu vas avoir l'opportunité de dire, OK, j'ai un bon skill set, là, voici ce qui je suis comme joueur, et non un gars qui va être un late bloomer parce qu'il s'est fait dire de mettre la rondelle par la bande toute sa jeunesse. T'sais. Très intéressant, messieurs. Je pense qu'on en arrive à la conclusion. Je trouve vraiment qu'on a eu un bon échange. C'est des échanges, c'est une thématique sur laquelle on échange peu. En 2019, on avait présenté, on avait quelques exposés. Je me rappelle de Jonathan Deschênes qui avait fait une présentation fort intéressante. Moi-même, j'avais parlé un peu des 10 dernières conquêtes de la Coupe Stanley avec un regard un petit peu évolutif. Fait que c'est des thèmes fort intéressants. Ce que je retiens surtout de très important, c'est que les analyses avancées peuvent nous servir. Jean-François, Alexandre, vous avez très bien amené la notion de enseigner à partir. C'est pas simplement d'analyser le match, de regarder ce qui s'est passé, mais c'est aussi peut-être de contribuer au développement du joueur. C'est peut-être aussi d'organiser nos pratiques, nos planifications de séances spécifiques à des situations offensives ou défensives qu'on veut créer ou qu'on veut imposer à l'adversaire. Fait que les analyses avancées, ils vont sur ce terrain-là aussi. Thibault, ben, je te remercie aussi parce que tu amènes vraiment dans la complexité du sujet, tu démontres aussi qu'il y a une simplicité à travers tout ça. Et souvent, ben, de l'extérieur, c'est vrai, de ma formation en mesure d'évaluation, c'est vrai que mathématiquement, les équations, la terminologie utilisée me fait penser, ça me fait penser un peu entre l'écart entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Si on a un scientifique qui est très, très, très fondamental puis très mathématicien, mais va amener la notion. Mais ça, c'est le travail de l'analyse comme Thibault, de faire le défrichage, si on veut, puis de le rendre utilisable puis agréable à utiliser pour l'entraîneur. C'est vraiment intéressant. Alexandre, je te remercie puis je te souhaite succès avec ton programme de hockey André Laurando, de continuer dans le sens que ça va avec ton équipe. Jean-François, ben, on souhaite collaborer avec toi encore une fois dans la formation des entraîneurs. C'est toujours un plaisir de te voir dans tes implications et dans ta future carrière de coach. En passant, Jean-François, je ne l'ai peut-être pas mentionné en entrée de jeu. C'est un diplômé de l'UQTR en kinésiologie à qui je n'ai pas eu la chance d'enseigner parce que je ne suis pas encore je suis pas assez vieux, mais je me rappelais de lui. Donc, il rentrait juste d'arriver. Oui, c'est ça. Je pense que c'était dans mes premières années. Et Thibault, ben, je suis très, très heureux d'avoir pu avoir ta collaboration. J'espère qu'on pourra continuer à échanger sur le sujet. Et je termine comme ça avec la question, à quand on s'attaque à une Ligue québécoise pour faire
une analyse relevée du style de jeu, des contributions offensives, des systèmes de jeu qui prédominent dans le portrait du hockey québécois. Je pose la question, puis on espère au niveau du labo de trouver des entraîneurs, des ligues, des réseaux qui vont être intéressés à aller dans ce sens-là. Alors, merci à tous. Et le sommet se continue avec les prochaines rondes au cours des prochaines journées. Merci. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci. C'est bon,